Vous écoutez Expérienceur, le podcast qui déconstruit les idées reçues sur les phénomènes hors normes tels que les sorties de corps, la clairaudience, la télépathie, les prémonitions, les contacts avec les défunts, etc. etc. Expérienceur, une porte d'entrée dans le monde invisible, vécu de l'intérieur. Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je suis très heureuse de recevoir Loane qui va nous partager son parcours entre le visible et l'invisible, ses expériences d'état de conscience modifié, dont une expérience de mort imminente lors d'une tentative de suicide. Bref, des expériences sur le fil, à la limite entre les perceptions extrasensorielles et la pathologie mentale. Et c'est pour ça que je trouve son témoignage réellement précieux dans le contexte de ce podcast. Bonjour Loane, merci de ta disponibilité. Bonjour Audrey, bonjour à tous et merci pour l'invitation. Merci de me permettre de partager avec toi, avec les auditeurs, avec tous ceux qui sont présents. Loane, tu as grandi dans un contexte familial particulier où régnait la violence et l'incompréhension, ce qui a certainement permis de développer ses capacités extrasensorielles d'ailleurs. Peux-tu nous dire qui était Loane enfant et dans quel contexte elle a vécu? Alors, Loane enfant, c'était une petite fille qui se demandait vraiment ce qu'elle faisait là, qui était complètement perdue dans un contexte familial très dysfonctionnel, avec un père qui a d'abord été absent puisqu'il est parti très tôt. Je devais avoir quoi, 1 an et demi, 2 ans quand il est parti. Et ensuite, qui est revenu, je devais avoir peut-être l'âge de 6 ans. Franchement, avec le recul, j'aurais préféré qu'il ne revienne pas. Un père pervers narcissique, schizophrène, même si lui ne veut toujours pas le reconnaître parce qu'il a toujours sa vitrine qu'il expose à tout le monde. Et un père violent, un père qui a aussi connu la drogue. Faut pas non plus... voilà. Euh, Il y a quand même voilà, tout un contexte un petit peu compliqué. On est dans les années 70, hein, je suis née en 75. J'ai grandi à La Villeneuve, à Grenoble, une cité qui était à la base un projet idéologique, un projet idéaliste même, hein, issu du mouvement, on peut dire, hippie, où tout le monde peut vivre ensemble dans la joie et la bonne humeur. Et c'est vrai que au départ, c'était dans la joie et la bonne humeur avec les appartements ouverts, les enfants qui vont à droite, à gauche, grande liberté. Et puis qui malheureusement, qui est devenue une cité parce que à un moment donné, il y a un déséquilibre qui s'est fait au niveau de l'accueil des migrants de plus en plus en détresse, en pauvreté, etc. Enfin, quand la misère arrive à un certain point, l'équilibre se casse et forcément, eh bien, on se retrouve avec de la délinquance, avec de la violence, avec de la drogue et tout ce qu'on peut imaginer. Donc voilà, donc un contexte qui n'est pas vraiment très heureux et j'ai passé mon enfance à imaginer comment je pourrais fuir. Donc pour dire, à 4 ans, j'ai eu l'idée du siècle, mais vraiment j'étais très très fière parce que quand même j'avais réfléchi hein, déjà à l'époque. Et à 4 ans, j'ai demandé à ma mère de devenir interne à l'école du cirque à Paris. Je voulais être trapéziste. Et je m'étais dit, c'est parfait, je serai en internat. Le cirque, le côté voyage, côté sur les routes, nomade, moi, c'est tout à fait ce que j'aime. Donc, c'était l'idée de génie. Évidemment, j'avais 4 ans. Ma mère n'a pas du tout apprécié mon idée. Et j'étais très déçue qu'elle refuse. C'est clair. Donc, j'ai passé mon temps, voilà, à imaginer comment je pourrais sortir de cette prison. Et plus ça allait, plus c'était enfermant et cauchemardesque. Hmm. Et je me rappelle que tu m'avais partagé aussi que bah, tu vivais entre la ville et la campagne et que justement quand tu étais chez ton père, bah, tu allais te réfugier dans la nature.
Et tu trouvais déjà, c'est là que tu as trouvé du réconfort. Tout à fait, alors que c'est vrai que mon père, pas dire que c'était une figure très, comment dire, très rassurante, très paternelle, justement, ça n'a jamais été un père. Il habitait en montagne, à Massif de Beldon, pour ceux qui connaissent, à Sept-Lô. Et j'adorais la montagne. J'adorais la montagne. C'était un endroit en effet de ressourcement et même si je me sentais pas du tout protégée par mon contexte familial, par mes parents, je me sentais protégée par la grande mère, la mère nature. Et quand mon père avait des crises, je prenais mon frère dans une main, la fille de la compagne de mon père dans l'autre, et je leur disais de courir le plus vite possible pour aller se cacher dans la forêt. Et comment sont apparues tes premières expériences avec l'invisible? En fait, je pense que c'était là dès le départ. Tout d'abord, j'avais le souvenir de vie antérieure. Je comprenais pas du tout pourquoi j'étais en France. Pour moi, j'étais vietnamienne, puisque dans ma dernière vie, j'étais vietnamienne. Et d'ailleurs, je disais à tout le monde que j'étais vietnamienne, même si physiquement, bon, ben, ça fait un peu bizarre. J'ai les yeux bleus, les cheveux clairs, bon, voilà. Ça collait pas trop. Mais quand on est enfant, quand on a 4 ans, 5 ans, on prend pas en compte ce genre de choses. Et donc, je disais à tout le monde, bah, dès que j'aurai les moyens, et d'ailleurs, je citais l'an 2000, à chaque fois, c'était l'an 2000. En l'an 2000, j'aurai les moyens, et je retournerai enfin chez moi, dans mon pays. J'étais capable de le décrire. J'avais aussi un langage qui n'était parfois pas de cette époque. C'est ma mère qui m'a raconté bien plus tard que quand elle m'a appris à parler, parfois je la reprenais. Par exemple, une fois, elle m'a montré un avion pour me dire avion. Voilà, avion. Juste pour que j'apprenne le mot avion. Et là, je l'ai reprise et je lui ai dit non, on ne dit pas avion, on dit aéroplane. Donc, ce décalage était là, très présent dès le départ. Je pense que pour ma mère, ça a été aussi une catastrophe d'avoir une fille comme moi, hein, il faut être honnête. Une fille qui lui ressemble absolument pas, que ce soit même physiquement. Ma mère est brune, les yeux marrons, je ressemble plus à mon père physiquement. Et puis avec un caractère très différent, pas du tout la petite fille qu'elle aurait souhaité. Et alors, dans quel contexte s'est passée cette tentative de suicide? Parce qu'elle est liée à ton expérience de mort imminente. Tout à fait. En fait, alors, 1900, j'irais 1997, l'état de mon frère s'est très dégradé. Il a commencé à avoir des crises assez graves que ma mère me cachait. Mais comme on a eu un passé très difficile, mon frère et moi, on était très proches d'un point de vue invisible et on pouvait dire qu'on communiquait avec la télépathie. C'est ce qui arrive souvent hein, quand on vit des épreuves et qu'on ne peut même pas parler pour pouvoir simplement échanger. Il faut juste tenir le coup. Et ben, il y a d'autres facultés qui se développent. Et là, pour nous, c'était la télépathie quand on était enfant. Et je ressentais à l'intérieur de moi du mal-être que je ne comprenais pas. Et ma mère me cachait en fait l'état de mon frère. Et donc j'ai appris en effet qu'il avait, voilà, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça lui appartient. Je pense que c'est important aussi de Bien sûr. garder, voilà, ce secret-là par respect. Mais le fait est que donc suite à ces crises, il a été très médicamenté, donc sous camisole chimique. Et en 1998, donc j'avais 22 ans, euh, j'ai appelé la psychiatre, en fait, qui s'occupait de mon frère, qui a une responsabilité énorme. Donc, je trouve que c'est intéressant de pouvoir en parler lors de ce podcast. Et je lui ai demandé, mais qu'est-ce qu'a mon frère? Tout simplement, qu'est-ce qu'a mon frère? Expliquez-moi, qu'est-ce que c'est? Et la première chose qu'elle m'a dit, c'est que de toute façon, je n'avais pas fait les études, donc je ne pourrais pas comprendre. Et pour en rajouter une couche, elle m'a dit eh bien, que moi-même, j'avais des risques de développer la schizophrénie, même après 30 ans, et que mes enfants risquaient aussi d'être atteints. J'ai 22 ans. Donc, non seulement ma vie a été gâchée par ça, mon enfance, avec beaucoup de traumatismes violents, mon père a failli nous assassiner. Enfin bon, on a eu quand même des choses extrêmement violentes. Et en plus, on m'a annoncé que le reste de ma vie allait être aussi une souffrance. Et que non seulement ça allait être une souffrance pour moi, mais en plus que j'allais faire souffrir les autres.
Ça, c'était absolument inacceptable. Surtout, faire souffrir des gens que j'aime, que ce soit un compagnon ou des enfants. C'est insupportable, en fait. Et ça m'émeut. Et là, finalement, avec finalement beaucoup de responsabilités, je pense, et de conscience, pour le coup, même si j'étais pas bien, j'étais anorexique boulimique, enfin, faut remettre, j'étais en grande souffrance hein, avec tout ce que j'ai vécu, hein, d'accord? J'étais déjà en grande fragilité, donc une annonce pareille, c'était le coup de bambou, voilà. Et donc, j'ai décidé d'arrêter là. Parce que pour moi, c'était la chose la plus raisonnable que je pouvais faire à ce moment-là. Arrêter ce mécanisme de souffrance. Et donc, comme j'étais pas bien, j'avais de la, comment on appelle ça, du Lexomil, c'est ça. Et j'ai pris le flacon et pour me suicider, voilà, j'ai pris enfin, le truc des bêtes, hein, avec tout ce qu'on peut trouver dans l'armoire à pharmacie. Et donc, j'ai commencé à divaguer, tomber même, hein. Puis le téléphone a sonné, machinalement, j'ai décroché. Et c'est là que la personne au bout du fil a compris qu'il y avait un souci et a appelé les urgences. Et donc, j'ai été récupérée comme ça par les urgences, donc à l'hôpital Kremlin-Bicêtre, dans le sud de Paris, parce qu'à l'époque, je vivais sur Paris. Et donc, je suis restée dans un état, je ne sais pas comment, pas ça, c'est pas vraiment un coma, mais enfin, un état, je ne sais pas comment, hein, enfin, j'étais pas là, quoi. Bah oui, 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 c'est ça, avec les médicaments, c'est clair. Hmm. Alors, je crois qu'ils m'ont fait un lavage d'estomac, mais moi, je ne sais pas, hein, j'étais pas là. Bon, je suis restée comme ça 24 heures, à peu près un peu plus de 24 heures dans un état second. Par contre, quand je suis revenue à moi, c'est comme si je recommençais à zéro, c'est-à-dire c'est comme si je réapprenais à parler, à manger, tout me paraissait complètement nouveau. Et alors, et pour cause, parce que de l'autre côté, en fait, il s'est passé une expérience déterminante qui a changé complètement ma vie. Quand je suis passée de l'autre côté, je me suis retrouvée un peu comme dans un espace au milieu de l'univers, donc très très sombre. Et autour de moi, en cercle, il y avait des présences lumineuses dans les tons de violet, bleu, et qui me disaient que maintenant, il fallait que je redescende. Moi, je n'étais pas d'accord. Bah, c'est clair. Vu le contexte, ça se comprend. Non, non, ah, non, non, moi, dans ces conditions-là, c'est non, une vie de souffrance, ça va, j'ai déjà donné, ça m'intéresse pas. Non, non, je passe à autre chose, ciao. Et ils ont insisté pour que je redescende. Moi, évidemment, à chaque fois, je disais que non, ouais, je refusais. Et on est arrivé à négocier. Donc, comme quoi, il faut aussi négocier avec l'invisible. Pas hésiter. Tout se négocie. Et donc, j'ai négocié mon retour. Et j'ai dit, OK, je veux bien descendre, mais à une condition. Enfin, à des conditions même. Je veux une vie avec de la joie, avec de l'amour. Je veux plus être une petite chose abandonnée sur Terre. Je veux être soutenue. Je veux que vous soyez tout le temps derrière moi et je veux être heureuse. Et c'est uniquement à ces conditions que je redescends. Et ils ont tenu leur promesse. Alors, je ne conseille pas cette expérience à tout le monde, évidemment. Bon, évidemment, évidemment, faut remettre le contexte. Voilà, tout le monde ne fait pas une expérience de mort imminente dans une tentative de suicide, hein, voilà, et on va pas prôner ça du tout, évidemment. Mais donc après, voilà, tu fais cette expérience, il y a cette expérience de mort imminente qui est là, et au retour, il se passe quoi? Bah, il se passe que ma vie change tout, c'est-à-dire que j'étais quelqu'un quand même en effet de dépressif, anorexique, boulimique, une fois l'un, une fois l'autre, enfin bon voilà. J'avais vu psychiatre, j'avais psychologue, tout a raté, au contraire ça m'a rendu plus mal qu'autre chose parce que ça remuait la plaie mais ça ne solutionnait absolument rien. Et là, tout d'un coup, les choses, on va dire, l'horizon s'est ouvert. À l'époque, j'avais fait une école de maquillage pour devenir maquilleuse, que ce soit au cinéma ou dans les pubs, etc. Étonnamment, alors que j'étais toute jeune, hein, je suis prise par un agent artistique à Paris, un des meilleurs agents de Paris.
Et puis là, tout d'un coup, bah, je me mets à bosser, à voyager, à vivre des expériences très positives. Enfin voilà, les choses en fait se mettent en place. Et je change de vie du tout au tout. Incroyable. Oui. Ouais, ouais, incroyable, hein, voilà. Et tu m'avais partagé aussi que à l'adolescence, tu avais eu déjà des premiers contacts avec une de tes grand-mères, c'est ça? Tu avais Oui, avec décédé? Ouais, tu peux nous parler de ça? oui, mon arrière-grand-mère avec qui j'avais une certaine proximité, même si elle est décédée, j'avais 16 ans, elle en avait 92. Donc, bon, à ces âges-là, c'est quand même difficile. Enfin, le partage est quand même assez limité, surtout qu'elle était en maison. Mais il y a quelque chose entre nous, je ne sais pas comment l'expliquer. Voilà, il y a quelque chose assez fort à un autre niveau. Et, euh, et je suis restée en contact avec elle quand elle est passée de l'autre côté. Et d'ailleurs, j'en avais parlé à ma mère. Bon, je crois qu'elle n'a pas trop compris de quoi je parlais. En fait, je crois que ça l'a dérangé plus qu'autre chose. C'est ça le problème, c'est que quand on vient parler de ce genre de choses, ça dérange. Alors, ça dérange pour plusieurs raisons. Déjà, c'est parce qu'on ne peut pas contrôler le phénomène. Je crois que le fait de sortir de la zone de contrôle pose problème à beaucoup de gens. C'est un phénomène qui est spontané, qu'on ne peut pas contrôler. Et puis en plus, on découvre que la personne, et là pour le coup son enfant, est encore plus différent que ce qu'on pouvait imaginer. Donc ça crée en fait une sorte de malaise plus qu'autre chose. Malheureusement, j'espère qu'aujourd'hui ça a changé. Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup plus d'informations qui circulent, hein. Donc Oui, là, c'est dans les années 90, c'était il y a plus de 30 ans. Donc bon. oui, oui, heureusement ça change et ça évolue, hein, heureusement. Voilà, c'est clair, c'est clair. Et est-ce que tu peux nous partager aussi, donc à un moment donné, voilà, tu as eu un phénomène d'entente de voix, Oui. et ça c'est vraiment intéressant, donc ouais, si tu peux nous partager ça. Alors c'était après mon expérience de mort imminente. D'accord, ouais. Attendez, je, me- je réfléchis. Oui, je crois. Oh, j'ai un petit doute. Non, je crois. Oui, oui, c'était après. Oui, c'était après. Et parce que j'avais conscience à ce moment-là que j'étais soutenue par des êtres invisibles lumineux. Donc, clairement, c'était après. Ouais, 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 ouais. Ce qui change tout, hein. Ah bah c'est clair. Hmm. Et donc me voilà avec ma vingtaine à fond la caisse. J'ai retrouvé des forces. La vie est enfin, belle. En tout cas, j'ai Elle des choses à refleurit, ouais. améliorer, mais en tout Hmm. cas, c'est plus du tout le contexte dans lequel j'étais auparavant. Et, euh, et donc, je me dis, bah, je vais aider. Ah non, je mélange deux choses. Parce que ça s'est passé en même temps, en fait. C'est ça qui est drôle. Bah, je vais en parler les deux, alors. C'est pas grave. Parce que c'est sorti comme ça, c'est que voilà. Donc, je me dis, je vais aider mon frère. Parce que, voilà. Et, euh, et à ce moment-là, donc, je me connecte, je vois qu'il y a des entités sur lui. Et je me dis, ben, je vais envoyer tout ça de retour dans ses dimensions d'origine, et puis mon frère va être libéré et la vie va être fantastique pour tout le monde. Et puis ça n'a pas du tout marché. Je me suis retrouvée avec la sensation d'un couteau qu'on enfonce dans ma gorge, une douleur vraiment très très forte. En plus, j'ai fait ça le soir, évidemment, quand tout le monde dormait, pour être tranquille. Donc, j'avais personne pour dire, il y a un souci. Tu peux nous expliquer ce que tu as tenté de faire en fait pour En aider fait, ton j'ai frère? tenté de libérer les entités qui enquiquinaient mon frère. Voilà, pour qu'il aille mieux, pour qu'il se sorte de sa... Parce que là, il avait déjà l'étiquette schizophrène, il en souffrait beaucoup, son traitement n'était pas du tout stabilisé en plus à l'époque. C'était assez compliqué. Et donc, je me suis dit, bah, allons-y, hein, on y va maintenant. On tente le tout pour le tout. Et puis, ça n'a pas marché. Voilà, ça n'a pas marché. Donc, j'ai compris que ça ne se passait pas comme ça. Ils m'ont bien fait comprendre que, pour le coup, là, c'était eux qui avaient le dessus et que moi, j'avais pas mon mot à dire. Donc, ça, c'est une chose. Et ensuite, en effet, à peu près dans cette période, je me suis mise à entendre des voix, tout en ayant conscience qu'il y a des présences lumineuses qui m'accompagnent. Mais quand même. Et ces voix avaient des propos pédophiles. Alors, vous imaginez, hein,
Enfin, je dis vous pour tout le monde, hein. Ouais, 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 ouais. Ouais, On imagine j'imagine. bien, j'ai une vingtaine d'années, des voix pédophiles. Dès que je m'approche d'un enfant, dès qu'il y a un enfant qui passe dans la rue à côté de moi, ça y est, c'est parti, des horreurs. Je suis complètement choquée par ce qui arrive, au point où j'évite la présence d'enfants, hein. Je change de trottoir, j'évite les bacs à sable, enfin les jardins pour enfants, parce qu'à chaque fois, j'ai le droit à des propos pédophiles. Donc c'est extrêmement perturbant. À un moment donné, je me suis même demandé si finalement, comme avait dit la psychiatre, même si je commençais de plus en plus à douter de ce qu'elle racontait, je risquais pas en effet de basculer comme mon frère. Bah oui, c'est clair. Au bout d'un moment, et de manière pas voulue en fait, hein, ça, c'est vraiment de l'inspiration en fait, hein. Ce sont les êtres lumineux qui aident aussi et qui portent, qui soutiennent de l'autre côté. Tout d'un coup, j'ai eu cette présence d'esprit que ces voix n'avaient rien à voir avec moi. Elle n'était absolument pas cohérente avec ma personnalité, avec qui je suis profondément, et que donc forcément, ça ne pouvait pas être moi, ça venait de l'extérieur. Et à partir de là, ça a été le déclic, et je leur ai dit, maintenant, ça suffit, vous dégagez. Et ça a été terminé. Hmm. C'est clair. En Donc, fait, je me rends compte, parce que ça fait longtemps, hein, donc hmm. ça fait 30 ans. Ben oui, oui, mais c'est normal. Il faut aller rechercher les souvenirs, c'est clair. C'est pas évident. Et Hmm. en fait, c'est cette première expérience qui m'a fait comprendre en effet que des entités venaient polluer et perturber. Et c'est à partir de là que j'ai essayé d'aider mon frère. Voilà en fait comment les choses se sont passées. Ouais, c'est clair. Donc, j'imagine que tu as dû remettre vraiment en doute ta santé mentale à ce moment-là, hein, et que c'est loin d'être simple. Est-ce que tu as réussi à te faire aider à ce moment-là? Comment ça s'est passé? Comment tu as avancé avec ça? Bon, alors là, tu nous dis clairement que, bah voilà, cette conviction, et tu reçois aussi, hein, c'est comme si tu recevais l'information. Non, non, c'est des voix qui viennent de l'extérieur, ça peut pas m'appartenir, c'est peut-être des voix d'hommes d'ailleurs, ou je ne sais Oui, tout quoi. à fait. Et voilà, donc et d'un seul coup, tu fermes clairement, nettement, et ça disparaît instantanément. Instantanément, c'est terminé. Incroyable. C'est terminé. Parce qu'il y a eu la prise de conscience. Et en effet, quand tu parles de conviction, c'est très important. Parce que parfois, donc il y a des personnes qui viennent en stage avec nous, qu'on suit en soins, et qui me disent, oui, mais j'y arrive pas, quand je dis ça, il se passe rien. Oui, peut-être, parce que intérieurement, il n'y a pas eu cette prise de conscience. On le dit parce qu'on nous a dit qu'il fallait le dire, ce qui n'a pas du tout la même, comment dire, le même effet. Ça n'a Oui. rien à voir. Hmm. Oui, oui, je pourrais mettre en parallèle, si tu veux, c'est comme la croyance et la part d'évidence, en fait, hein. Il y a un C'est moment ça. donné, tu fais l'expérience plusieurs fois, comme avec la médiumnité, par exemple. Mhm. Voilà, au début, bah voilà, tu doutes, etc. Puis après, tu fais tellement l'expérience que ça devient une évidence, en fait, hein. Et c'est ça qui se transforme. Et c'est profondément à l'intérieur. Donc là, après, plus jamais, en fait, tu n'as eu de voix comme ça qui sont venues t'importuner. Ah si, j'en ai tout le temps. Tout le temps. Enfin, tout le temps. Non, pas tout le temps. En fait, quand des voix viennent importuner, je reconnais que ce sont des voix. C'est ce qui fait toute la différence. Et alors, en fait, je prends ça comme une information. C'est simplement de l'information. Alors, soit parce que je suis dans un endroit où il peut y avoir des défunts en souffrance ou des entités qui traînent pour différentes raisons. Voilà. Soit des personnes qui sont très chargées avec, en effet, tout un bestiaire qui les accompagne. Soit j'ai des entités qui sont aussi sur moi. Et à ce moment-là, ça m'indique qu'il y a un problème et qu'il faut que je fasse quelque chose. Oui, c'est qu'en fait, tu as appris à fonctionner avec ça. Avec ça. Exactement. Hmm. Hmm. Et ça s'apprend. C'est très important, en effet, de le préciser. C'est une question d'apprentissage.
bien sûr, ouais, ouais, c'est vraiment, ouais, c'est vraiment intéressant avec tout ce parcours finalement que tu as, hein, parce que voilà, euh, on verra ça après, mais je sais que voilà, tu as témoigné aussi tu as fait partie des 6 médiums qui ont été testés par Stéphane Alix dans son livre Le Test, hein, donc c'est pas anodin parce que voilà, je pense que ça a donné énormément de confiance aussi. Ça fait partie du parcours en fait d'intégration, toutes ces expériences-là. Et avec ton parcours, quel est ton point de vue sur la schizophrénie, hein, en ayant un papa voilà, avec des troubles de la personnalité, voilà, ce parcours-là, les difficultés de ton frère, voilà, quel est ton point de vue sur cette maladie-là, sur les hallucinations, c'est quoi pour toi? Alors, il y a plusieurs aspects à en prendre en compte. En fait, c'est complexe. Pour moi, c'est un cumul de phénomènes. Euh, je dirais, d'après ce que j'ai pu observer, que ce soit au niveau de ma famille, mais aussi des personnes que l'on peut accompagner avec mon mari, il y a, je ne peux pas donner un pourcentage, mais une grande majorité de cas qui ont connu un, voire plusieurs traumatismes dans l'enfance. Ces traumatismes ont créé non seulement des failles, mais aussi ont été un tel choc que l'âme, qui doit normalement se situer au centre de la poitrine, hein, qui prend son siège au niveau du cœur, en fait, est éjectée. Alors, elle est éjectée pour se protéger, hein. En fait, elle se préserve, elle se met de côté pour pas se prendre les chocs de plein fouet, les traumas, les souffrances de plein fouet. C'est une façon de se préserver, elle se met de côté. Et le fait que l'âme se mette de côté, eh bien, évidemment, qu'est-ce qui se passe? Le corps, eh bien, n'est plus habité. Et le corps, c'est comme une maison. Quand il n'est pas habité, il peut être squatté. Et c'est là que les ennuis commencent. Et quand on aide quelqu'un, en effet, c'est très important de prendre à la fois l'aspect invisible, donc toutes ces entités qui viennent créer des troubles, mais aussi la cause initiale, c'est-à-dire le traumatisme, avec tout ce que cela comprend. Hmm. Est-ce que tu connais Carl Wickland? Ça te dit quelque chose? Non. Alors c'est un psychiatre américain du début du siècle en fait, qui a écrit un livre qui s'appelle 30 ans avec les morts. Et ce psychiatre, il avait une femme médium. Et à l'époque, par contre, voilà, les gens qui avaient des diagnostics de schizophrène et autres étaient soignés par électrochoc. Donc voilà. Mais bon, il utilisait les électrochocs pour faire dégager ces énergies négatives. Et avec sa femme qui était médium, il rentrait en contact avec les entités pour leur dire combien elles importunaient en fait la personne en question. Et en fait, son livre, c'est un recueil de témoignages, parce qu'à l'époque, tu vois, voilà, c'est un livre très très intéressant et qui raconte que ce que tu es en train de dire là. Donc voilà, donc tu n'es pas la seule à avoir ce point de vue-là. En fait, je pense qu'il y a plusieurs, voilà. Hein. Euh, je pense aussi que ce que je trouve intéressant, c'est vraiment cette dimension de prendre pour accompagner les gens en souffrance, parce que derrière n'importe quel diagnostic, pour moi, ce sont que des étiquettes. En fait, derrière, il y a vraiment des gens en souffrance avec une histoire de vie très difficile, et que l'idée, c'est d'accompagner au mieux ces personnes-là. Et pour moi, c'est important aussi que les professionnels de santé s'ouvrent à ces dimensions invisibles. Et c'est pour ça que je trouve ton témoignage très intéressant, parce que justement, il est à la limite et que tu as frôlé aussi ces états-là et que tu peux justement comprendre, voilà, de par tes expériences, je dirais les deux côtés. Oui, je sais très bien ce que ça fait hein, d'être possédé aussi. Ben oui, parce que cette expérience-là que tu racontes, où tu as Oui, senti qu'on t'agressait, oui. Et voilà. puis Hein. même, il m'est arrivé d'avoir des entités ou des défunts aussi en moi.
Je sais très bien ce que ça fait, les changements justement de personnalité, ce que ça peut créer. Euh, donc, déjà, je n'ai pas du tout peur de ces phénomènes parce qu'il y a aussi cet aspect-là. Beaucoup de professionnels, hein, thérapeutes ou dans le milieu médical, ont peur de ces phénomènes. Ce qui crée aussi un problème parce que tant qu'on a peur, on ne peut pas vraiment les étudier. Donc déjà, j'ai pas peur. Et au contraire, quand il est possible d'aider, et notamment chez les jeunes, parce que quand une étiquette de schizophrène se porte sur un jeune qui a 15 ans, qu'est-ce que ça veut dire comme vie pour toute la suite? Bon, moi, je ne suis pas d'accord avec ça, en tout cas. Et je tente, en tout cas, ce que je peux pour aider. Et on a, avec mon mari, Fabrice, de bons résultats pour des personnes volontaires. Là aussi, hein, je précise bien l'aspect volontaire, hein. C'est essentiel. Parce que parfois aussi, pour certaines personnes, euh, comment dire, s'inscrire dans ce cheminement correspond à peut-être revivre des expériences traumatiques, réaviver des souvenirs. Et donc, c'est tellement compliqué, tellement douloureux qu'on préfère surtout pas y aller. Donc, ça demande beaucoup de courage, en effet, d'être volontaire. Mais d'après ce que nous constatons, il y a vraiment des améliorations, c'est-à-dire très clairement des traitements dont les dosages baissent. Donc ça, c'est très positif. Euh, Voire même des personnes qui s'en sortent complètement. Donc voilà. Mais il y a cet engagement, cette volonté du départ qui est essentielle et ça demande beaucoup de courage. Oui, c'est sûr. C'est sûr parce qu'il y a ces phénomènes qui sont là, mais il y a toutes les souffrances qui sont à côté aussi à travailler, à prendre en compte dans le vécu traumatique de la personne. Et du coup, dans toutes, et c'est ça qui est chouette, c'est que cette prise en compte, elle est aussi dans le corps, elle est aussi dans l'invisible, elle est dans l'âme, voilà, c'est vraiment une prise en charge globale de toutes ces dimensions. Ouais. Et la prise en compte de l'aspect invisible est aussi très importante dans je ne vais même pas dire si on peut dire reconstruction, même la construction, parce que parfois c'est vraiment le champ de bataille de la personne. Parce que soudainement, la personne, donc qui a l'étiquette de malade, comment on pourrait dire, rejet de la société, hein, parce que c'est ça, hein, je sais, voir très bien comment ça se passe avec mon frère, il n'a pas d'amis, il est très seul, hein, c'est très, très, très mal accepté en société, hein. Et bien, tout d'un coup, cette personne qui est mise de côté, qui est mise au banc, qui est parfois regardée comme si elle était un monstre, ben, tout d'un coup, cette personne se rend compte que ce qu'elle voyait comme mal chez elle, ben, c'est pas elle. Ben non, c'est pas elle. Ça vient de l'extérieur et ça vient l'embêter. Et donc, elle est autre chose. Et elle va pouvoir commencer à se découvrir dans toute sa beauté, dans tout justement ce qui l'anime de bon à l'intérieur. Et déjà, rien que ce nouveau regard sur elle-même, c'est complètement transformateur. Ouais, c'est clair. C'est clair. Et est-ce que dans votre accompagnement, euh, vous l'amenez aussi à voir que dans l'invisible, il y a aussi du positif? Mais complètement. Mm. Et que finalement, ce qui a été développé parfois malgré elle, parce que quand on entend des voix comme ça, c'est tellement surprenant, on ne l'a pas cherché. Il y a des gens qui vont dans l'Himalaya, qui font du yoga pour pouvoir avoir ces capacités-là et qui n'y arrivent pas, d'ailleurs. Alors que chez ces personnes, c'est déjà là, merveilleux. C'est toujours une question d'apprentissage. Donc, on apprend. Voilà, on apprend. Il y a des clés, il y a des méthodes, il y a un cheminement d'apprentissage, sachant que chaque personne est unique. Donc, il n'y a pas de recette magique non plus. Chaque personne doit aussi créer sa propre grille de lecture par l'expérience et se débrouiller avec ce qu'elle a envie de vivre. Parce que c'est ça aussi qui est important. C'est ne plus être un petit joujou là
passe d'un service médical à un autre, avec les entités qui s'amusent derrière et qui font des hauts, des machins, des bas, surtout très profonds, du mal-être pas possible, des souffrances, n'en parlons pas, des crises de colère qu'on comprend même pas d'où ça vient. C'est tout d'un coup se dire, mais moi, je me suis incarnée dans cette vie, qu'est-ce que j'ai envie de vivre, bon sang? C'est quoi là, être là, vivant sur Terre? C'est quoi? Qu'est-ce que c'est ma vie? Comment je la construis? Ouais, c'est clair, ça permet aux gens de reprendre leur pouvoir, en fait, hein. Voilà, ouais. Ah, c'est vraiment super intéressant. On va arrêter là aujourd'hui. On se retrouvera plus tard, mais est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose pour conclure? Euh, pour conclure, je dirais que voyager est souvent une délivrance, d'une certaine manière, quand on a la connaissance de ces phénomènes, parce que j'appelle ça plus des phénomènes que des maladies en fait, hein. Parce qu'on se rend compte que en dehors du monde occidental, ces phénomènes sont accueillis et sont compris depuis la nuit des temps. Donc donc cela relativise énormément notre point de vue et il est temps que l'Occident retrouve, parce que l'Occident avait aussi ça, mais avec 2000 ans de matérialisme acharné, eh bien, malheureusement, ça a été mis de côté. Mais nous avons aussi ça dans nos cellules, hein. Donc il est temps que nous retrouvions cet équilibre. Parce que moi, c'est une question d'équilibre. C'est pas prendre l'un pour éliminer l'autre. Bien au contraire, les deux ont leur raison d'être. Et c'est un équilibre entre une vision matérialiste, j'ai envie de dire même physiologique, hein, dans le cas de la santé, et une vision beaucoup plus subtile. Et les deux vont ensemble. C'est ça, c'est recréer la rencontre en fait, hein. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Et c'est en train c'est en train d'arriver aussi, hein. Voilà, il y a de plus en plus de professionnels de santé qui se forment à la psychologie transpersonnelle, voilà, qui accompagnent aussi toutes ces expériences-là. Et ça, oui, c'est cadeau de voir ce côté-là voilà, ce côté-là qui est en train de se rencontrer en fait, se re-rencontrer chez nous. Voilà. Ouais. Et ben, je te remercie vraiment beaucoup, voilà, ouais, de nous avoir partagé ces moments quand même très intimes, voilà, mais tellement intéressants. On pourrait en parler encore des heures. Et bah, oui, on se retrouvera certainement plus tard pour une autre interview. Voilà. Merci beaucoup, Loane. Merci Audrey, et merci à tous pour votre écoute. Vous écoutiez Expérienceur, un podcast entre science, conscience et spiritualité. Ou comment rendre visible l'invisible.